Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des publications Agora. Nous avons aujourd'hui le plaisir de retrouver Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Lettre des Affranchis, et notre invité Charles Sana, éditorialiste économique et auteur de la lettre d'information Insolentiae. Merci d'être avec nous. Alors la dernière fois que l'on vous a réunis tous les deux, Emmanuel Macron venait tout juste d'annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Et ça fait donc un peu plus de 3 mois que nous sommes dans l'incertitude quant aux mesures qui seront adoptées par le nouveau gouvernement pour faire face à la situation critique des finances publiques. Donc, dans son discours prononcé en début de semaine, Michel Barnier a évoqué, sans trop rentrer dans les détails, un durcissement de la fiscalité pour les grandes et très grandes entreprises et également pour les Français les plus fortunés. Alors à quoi est-ce qu'on peut s'attendre concrètement, Charles Sana? À une hausse d'impôts. À une hausse d'impôts. Alors, bon, hier, le Premier ministre a fait son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Alors, ce qu'il a dit était assez intéressant. Alors, tout d'abord, on peut aimer Monsieur Barnier, ne pas l'aimer, aimer ses orientations politiques ou pas, apprécier son engagement européiste ou pas. C'est une chose. Ce qui est sûr, c'est que un homme de son âge nous change un petit peu de tous les genoux que nous avions jusqu'à présent, ces jeunes petits trentenaires fort sympathiques au demeurant, mais qui n'avaient strictement aucune expérience politique, aucune épaisseur, aucune vision, et dont l'action publique se résumait à de la communication, à une succession de séquences de communication, mais vous voyez bien qu'il ne se passait rien. Et là, il y a une vraie. En fait, la France n'était pas dirigée, avec Attal, avec Macron, etc. La France, elle n'est pas dirigée. Et là, il y a une rupture. Cette première rupture, pareil, ça va plaire ou ça va pas plaire, mais il y a quelqu'un qui a une capacité et une intention de diriger. Et le pouvoir, ça se prend. Et M. Barnier est en train de prendre le pouvoir. Et quand vous regardez les échanges qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, bon, il n'a pas du tout été tendre, ni dans la démagogie vis-à-vis de la représentation nationale, donc, et vis-à-vis de représentants dits importants au sein de l'Assemblée nationale, que ce soit avec M. Attal, que ce soit avec, avec Mme Panot, que ce soit avec M. Chassaigne côté communiste, et il n'a vraiment pas été tendre ni démago, donc il assoit une stature et une posture de manière assez évidente. C'est un premier grand changement, à mon avis. C'est important pour la suite. Ce qu'il a annoncé, M. Barnier, il commence son discours de cette façon-là, il commence à dire, à citer le général de Gaulle et à dire, je vais vous demander de faire beaucoup avec peu en partant de presque rien. Bon. Alors effectivement, nous, on ne part pas de presque rien, on a une grande nation, une histoire, des infrastructures, des entreprises qui entreprisent, des activités de production qui produisent, des commerces qui commercent, des infrastructures, des trains qui traînent, même s'ils traînent trop lentement. Bon, bref. Mais on a quand même, on ne part pas du tout de rien. On ne part pas de rien, mais en tout cas, on n'a plus grand-chose. Et donc, on commence comme ça, et commence comme ça, et donc le postulat de départ, c'est il va falloir faire beaucoup avec pas d'argent. Et on va pas pouvoir augmenter les impôts de manière très significative parce qu'on est déjà le pays où il y a le plus d'impôts. Donc on va amuser la galerie, il utilise le mot justice fiscale, on va taxer les grosses entreprises, on va taxer les gros riches. On attend de voir les modalités, il les a pas annoncées, mais bon, elles font dans les 15 prochains jours, on aura une vision beaucoup plus précise de ce qu'ils ont en tête, de ce qui a fuité ce serait pour les entreprises de plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires, une surtaxe de 8,5 qui est absolument sur l'impôt sur les sociétés, qui est absolument considérable. Et puis on peut penser que ça sera pour les grands riches qui ont plus de X millions d'euros, une surtaxe également exceptionnelle sur le patrimoine, sur l'actif détenu, enfin bon, que sais-je. Mais ça sera pas du tout des impôts de nature à régler le problème. Il a donné un chiffre, deux tiers, un tiers, deux tiers de baisse des dépenses, un tiers de hausse d'impôt maximum. Il me semble que c'est deux tiers, un tiers, Philippe confirmera, ou trois quarts, un quart, je sais plus. Donc Philippe corrigera ou confirmera. Mais l'essentiel,
le gros de l'effort doit porter sur la baisse de dépenses publiques. Et sur la baisse de dépenses publiques, nous n'avons pas aujourd'hui à ce stade d'éléments de réponse de ce qui pourrait être touché ou pas touché. Et enfin, dernière chose très importante, la simplification. Et Monsieur Barnier a déjà annoncé des choses très très claires hier, alors qui, moi, me font plaisir parce que avec le camarade Philippe, on en avait déjà parlé il y a fort longtemps, de la crise immobilière, des DPE, du fait qu'il valait mieux avoir un mauvais toit que pas de toit du tout, et que à force de faire n'importe quoi et de s'interdire le droit de louer des logements, et bien évidemment on allait créer de toutes pièces une crise immobilière, une crise du logement sans précédent. Et je rappelle quand même quelque chose d'important, c'est que une crise immobilière, ça touche les méchants riches qui détiennent de l'immobilier, c'est pas bien grave. C'est comme une crise boursière qui touche les méchants riches qui détiennent des actions, c'est pas bien grave, quoi. Mais quand la crise immobilière, elle se transforme en crise du logement, c'est les gens qui peuvent plus se loger. Et là, ça commence à devenir très grave. De la même manière qu'une crise boursière, si elle n'est pas bien maîtrisée, qu'elle se transforme en crise économique, eh ben, elle touche plus que les riches. Elle touche plus que les méchants détenteurs d'actions qui détiennent plein de capital et qui exploitent tous les autres. Elle touche évidemment tout le monde puisque c'est le chômage qui augmente, c'est la misère qui augmente, etc., etc., et la pauvreté et tout ça. Donc, si vous voulez, faut pas se tromper. À un moment donné, les choses peuvent avoir des conséquences dans la vraie vie pour les vrais gens et pour la grande majorité de la population. Et c'est exactement ce qui se passe avec le délire de la transition énergétique et écologique et appliqué au logement, avec la zéro artificialisation nette, etc. Donc, bon, qu'est-ce qu'il a dit, Monsieur Barnier? Ben, il a dit on va revoir les DPE, comprenez, on va changer le mode de calcul, donc comme ça déjà il y aura beaucoup moins de problèmes. Ensuite, il a dit on va assouplir le calendrier des interdictions, donc comprenez que de toute manière c'est intenable, donc on va pas interdire, déjà qu'on interdit les G, on s'en sort plus, je vous raconte pas si on interdit les F et après-demain les E, il n'y a plus personne qui peut se loger, donc évidemment on va assouplir ça. Et puis on va assouplir la ZAN hein, pour que les promoteurs puissent promotionner, que le BTP puisse BTP, que les constructeurs puissent construire et revenir à du bon sens quand le bâtiment va, tout va, puisque évidemment ça tire toute l'économie. Donc je vous demande de faire beaucoup avec eux, c'est aussi ça, c'est que vous voyez que assouplir toutes ces contraintes, ça coûte zéro. Voilà. Donc, le cœur de l'action du gouvernement, s'ils sont un petit peu intelligents, s'ils ont un petit peu compris qu'ils ont réussi à bloquer la mécanique parce que ils ont supprimé toute l'huile dans les rouages et donc toute la mécanique est en train de se gripper, de se bloquer, et mettre de l'huile quand on a un énorme stock d'huile qu'on se refuse à utiliser depuis maintenant 7 ans, et bien évidemment, l'huile, elle est là, elle existe, il y a juste à la verser dans les engrenages pour que la machine se remette à tourner, ou en espérant qu'elle se remette à tourner. Et ça, c'est à coût zéro. C'est, à mon sens, le résumé rapide de ce qui va être la priorité du gouvernement, avoir des mesures de bon sens qui ne coûtent rien, mais qui peuvent produire effectivement un effet relativement important. Et puis, bah, sur les finances publiques, on va en reparler avec Philippe, mais il va y avoir des baisses et on ne coupera pas un certain nombre de baisses de dépenses sociales et de solidarité, à mon avis. Alors Philippe, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que Michel Barnier pourrait avoir les épaules pour sortir la France de cette crise? Alors, les épaules, il les a. Une grande nouveauté depuis maintenant 2 ou 3 ans. On a un Premier ministre qui est capable de sortir ses propres éléments de langage lui-même et en live. Voilà. Avant, c'était McKinsey ou je ne sais pas quel autre communicant qui déroulait les éléments de langage pour briller à la tribune de l'Assemblée ou aux 20 heures. Là, on a quelqu'un qui a un peu de répartie, un peu d'esprit, on lui reconnaît ça, on lui a toujours reconnu. Charles a raison, faire plus avec moins, ça ressemble à du McKinsey, du BCG, du Ernst Young, de l'Accenture pur jus. Faire plus avec moins, Du McKinsey. voilà. Enfin, c'est
c'est une maxime qui est au fronton de tous les plus grands cabinets conseils. Donc, par contre, on peut peut-être faire beaucoup avec un peu de bon sens et surtout moins de dogmatisme. Bon, dans la mesure où le dogmatisme enterre le bon sens par définition, donc redonner la parole au bon sens, c'est pas mal. Maintenant, Monsieur Barnier, hier, je l'ai écouté, j'ai écouté les commentaires. Donc, prestation plutôt réussie à l'Assemblée. Maintenant, on attend que le capitaine fixe un cap. Le problème, c'est qu'il y a deux capitaines à bord du Titanic France. Il y en a un qui surveille l'étrave et il y en a un qui surveille la poupe. Ça va être un peu compliqué. Bon, comme on le sait, pour un capitaine qui n'a pas de cap, aucun vent n'est favorable. Alors maintenant, lequel des deux capitaines va imposer le cap? Si ça louvoie, on n'ira nulle part. Ça augmente même d'ailleurs le risque en louvoyant qu'on heurte davantage de récifs. Donc j'attends que M. Barnier fixe un cap et que M. Macron ne tourne pas la barre dans l'autre sens. Hein, vous savez, il y a, comme on dit, il y a une barre d'étrave et puis il y a une barre de gouvernail. Et il faut que les deux actionnent les barres simultanément pour que le navire fasse le mouvement que l'on souhaite. S'il y en a un qui met bâbord à l'étrave et un autre qui met tribord sur le gouvernail, ça va évidemment pas fonctionner et à l'instant où on se parle, on ne sait pas. Franchement, on ne sait pas. Alors maintenant, où est-ce que l'État va venir chercher l'argent nécessaire pour rassurer nos créanciers? Je crois que la proportion raisonnable, ça serait effectivement trois quarts d'économie. Moi, je pencherais même pour 4 cinquièmes si on veut et 25% de fiscalité. Maintenant, si le timonier, le grand timonier de l'Élysée, décide que décidément non, par exemple, on ne va pas faire d'économie en accordant moins de dégrèvements aux entreprises via le CICE, bah, il va falloir faire payer les autres. Parce que les cadeaux fiscaux aux grandes entreprises, en fait, c'est 60% du déficit. Les déficits sociaux, retraites, notamment des fonctionnaires. Je suis très heureux que les fonctionnaires aient de meilleures retraites maintenant en moyenne que les gens du privé. C'est pas mon problème, c'est pas un jugement de valeur. Je dis simplement que le régime des retraites des fonctionnaires est ultra déficitaire. C'est comme ça. On a également beaucoup d'argent versé avec, je dirais, les meilleures intentions du monde, d'une France phare de l'humanisme à l'échelle planétaire. Bon, il y a plein de gens qui viennent en France qui se font refaire complètement les dents gratuitement. Quand un Français retraité, il faut qu'il fasse 10 chèques pour financer un pivot ou une couronne chez son dentiste. Donc il y a plein de trucs qui sont complètement absurdes si l'on parle effectivement de logique de restauration des finances publiques. Il est évident que les cadeaux fiscaux qui ne débouchent ni sur création d'emplois, ni sur des investissements, et qui d'ailleurs n'empêchent pas les délocalisations, bien au contraire, on continue de se désindustrialiser. Et depuis 2017, la France s'est désindustrialisée de 7%. On est presque au niveau de la Grèce maintenant en Europe. On est moins industrialisé que la Lettonie, l'Estonie, la Slovénie, qui est un des pays les plus industrialisés d'Europe avec l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Et la France est dans le tiercé de queue avec le Luxembourg. On ne sait pas ce qu'ils font au Luxembourg, mais bon, je pense qu'ils doivent avoir des sources de revenus parce que c'est le pays le plus prospère d'Europe. Et donc, il reste la Grèce. Donc, il faut vraiment qu'on se réindustrialise. Et là, je dis il faut qu'il n'y a qu'un faucon. Et malheureusement, cette prise de conscience qu'on s'est désindustrialisé depuis 24 ans, hein, depuis que l'euro existe, on fait cette prise de conscience au moment où le nerf de la guerre pour redresser
un pays industriellement. Ce nerf de la guerre, il est écrasé, compressé. L'énergie, aujourd'hui, coûte très cher. Elle ne devrait pas. On sort un- un gigawatt d'électricité le plus bas en termes de coût en Europe, et le boulanger, l'artisan, paye son électricité 4 fois ou 5 fois le prix où elle est produite. C'est totalement absurde. Donc, la première chose à faire pour relancer le pays, c'est baisser le coût de l'énergie et bien sûr baisser le coût du capital. Là, on compte sur la BCE éventuellement pour réduire les taux d'intérêt. Mais le coût de l'énergie, c'est fondamental. Le boulanger peut recommencer à travailler, le menuisier peut recommencer à travailler. Je ne vais pas vous décliner toutes les professions qui ont besoin d'une énergie pas chère. Donc la première chose à faire, c'est ce qu'on aurait dû faire avec les Espagnols, les Portugais, sortir de cette machine infernale, de cette caverne de l'horreur tarifaire qui est le marché commun de l'énergie en Europe. Alors, un marché commun qui a été taillé évidemment pour servir les intérêts allemands, quand eux avaient du gaz pas cher. Ils ont donc réussi à obtenir qu'on indexe le prix de l'électricité sur le gaz. On voit ce qu'il est advenu. Qu'est-ce que nous, on a à faire d'une électricité qui est adossée au prix du gaz? C'est d'une absurdité totale quand on est excédentaire en production d'électricité, qu'on en envoie en Angleterre, qu'on en envoie en Suisse. Et oui, coucou à nos amis helvètes, mais on envoie aussi de l'électricité de l'autre côté du lac Léman, en Allemagne pour l'industrie automobile. Donc, première chose à faire déjà, ça va déjà nous faire des économies phénoménales, c'est baisser le prix de l'énergie et donc de l'électricité. Alors, oui, certes, on va perdre quelques recettes de TVA si l'électricité est moins chère, mais on va redonner de l'oxygène aux entreprises. On va redonner de l'oxygène à ceux qui créent de la valeur, et on ne va pas privilégier les rentrées fiscales qui asphyxient tout le monde. Voilà la chose à faire, à mon avis, en priorité. Ensuite, il y a plein d'économies à réaliser. Je mentionnais donc notre grande générosité en termes de soins envers les non-français et ceux qui ne contribuent pas, parce que je n'ai rien contre le fait que des gens qui viennent en France de l'étranger soient soignés, pris en charge à 100% à partir du moment où ils cotisent, même symboliquement. Mais ils cotisent, mais des gens qui n'ont pas cotisé, qui bénéficient de tout, il n'y a qu'un pays au monde où ça existe, c'est chez nous. Est-ce qu'on en a les moyens? La réponse, évidemment, c'est non. Voilà. Donc ça, c'est des économies à réaliser. Il y en a d'autres. Tous les comités Théodule avec des pseudo-experts dont je ne fais pas partie, je vous le dis tout de suite, payer 8 000 à 10 000 euros par mois, donc on fait des riches, hein, là, de gens qui participent à des cercles de réflexion rattachés au bureau du Premier ministre, rattachés au bureau du ministre de la Transition, Trucmuche. Euh, et là, c'est des gens qu'on arrose d'argent public, dont les rapports ne sont pas lus, rangés sur une étagère, jamais suivis des faits. En revanche, ceux qui en font partie sont très très contents et remercient le contribuable. Et là, je dis, il y a des centaines de ces comités, et souvent composés de gens qui n'ont jamais travaillé dans une entreprise, hein. On a des hauts fonctionnaires, on a des experts auprès de tel ou tel cabinet ministériel. Et c'est des gens à qui on demande de réfléchir sur des projets auxquels eux n'ont jamais participé dans une entreprise, parce que là, on serait effectivement, on se rapprocherait de la réalité, de ce qui est nécessaire pour qu'une économie fonctionne correctement. Voilà, donc il y a énormément d'économies à réaliser, et en plus de ça, je rajouterais toutes ces associations dont on comprend que ce sont évidemment
des gens qui ont rendu un service électoralement en apportant des électeurs, etc. Donc, boum, on envoie des millions, des 50 millions, des 80 millions, sachant que cette association, évidemment, va vous rapporter 10 000, 50 000, 100 000 voix. Donc, voilà, c'est du clientélisme. Et je pense que ça aussi, il y a des économies à faire. Alors Charles, est-ce que vous avez d'autres idées de réformes à engager pour véritablement assainir les finances publiques? Oui, il y a beaucoup de pistes qu'on peut évoquer. Je voudrais rebondir sur plusieurs éléments que Philippe vient d'évoquer. Alors, il a commencé par évoquer l'idée du double capitaine entre Macron et Barnier, et qu'un point important à surveiller allait être évidemment la capacité qu'il n'y en ait pas un qui tourne la barre à droite pendant que l'autre tourne la barre à gauche et inversement, ce qui donnerait effectivement un Titanic en train de couler, mais qui en plus peut plus être gouverné. Alors, juste comme ça, une petite réflexion que je soumets à la sagacité de tous. J'en ai pas la preuve, j'en ai pas la certitude. On va dire que c'est un sentiment, pour utiliser un mot à la mode. C'est un sentiment non pas d'insécurité, mais un sentiment politique. Michel Barnier me semble être celui qui a réellement le pouvoir, et il me semble être la tutelle discrète de l'Union européenne et de Bruxelles en France. Voilà. Donc, Philippe, euh, J'acquiesce. ah, tu acquiesces, donc tu as un peu le même sentiment. Donc voilà. Donc j'insiste sur le fait que c'est une opinion qui n'est pas un fait, une opinion qui n'est pas une preuve, un sentiment qui est plus une théorie pour le moment et une analyse qu'une certitude. Mais voilà, je dirais que à mon sens, celui qui a réellement le pouvoir, c'est Monsieur Barnier. Et lorsque je l'écoute à l'Assemblée nationale, ça me renforce dans cette analyse. Voilà, j'ai quelqu'un qui se plante vraiment en chef de l'État et qui semble avoir derrière lui la force tranquille de celui qui sait qu'il ne risque pas grand-chose parce qu'il a les instances européennes derrière lui, et que de toute manière, il finira par mettre tout le monde au pas parce qu'il n'y a pas le choix. Donc évidemment, il le dit avec beaucoup de courtoisie, avec une rondeur politiquement acceptable, etc. Mais du RN à LFI, ils vont tous être obligés d'avaler leur Valda et de faire les canards, parce que de toute manière, il n'y a pas tellement le choix, et que on a vu ce qui est arrivé en Grèce. D'ailleurs, Monsieur Varoufakis, l'ancien ministre de l'économie grecque, a fait une interview assez récemment où il disait, où il expliquait les pressions absolument effroyables auxquelles la Grèce avait été soumise par l'Union européenne et par les Allemands notamment, pour en quelques heures et en quelques semaines, donc de toute façon, ils ont été obligés de se soumettre. Alors, pour la France, tout ça me semble un petit peu plus masqué, un petit peu plus déguisé, mais pour moi, Monsieur Barnier est la tutelle discrète de l'Union européenne, qui va nous éviter l'humiliation publique de la mise sous tutelle par une troïka menée par le FMI, la Banque centrale européenne et Bruxelles. Mais en gros, l'idée est déjà un petit peu là. Donc pour moi, Monsieur Macron a déjà perdu le pouvoir. Voilà, vous connaissez la blague, hein. McKinsey lui a proposé 10 solutions, mais lui, il a compris 10 solutions, et donc sur cette méprise, il a fondé son enterrement politique, puisque de toute manière, c'est terminé, et c'est terminé, je pense aussi financièrement pour la France. Donc de toute manière, il va falloir reprendre en main les choses. Ah, tiens, d'ailleurs, Michel Barnier a donné un chiffre, 3 228 milliards d'euros de dette. C'est intéressant, c'est le chiffre officiel donné par le Premier ministre en exercice devant la représentation nationale, donc on ne peut pas faire plus officiel. 3 228 milliards d'euros, et un deuxième chiffre, 51 milliards d'euros pour les intérêts de la dette dans le budget de l'État.
Ça fait beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Donc oui, Philippe, oui, Marie-Constance, il va falloir trouver des pistes d'économie significatives. Alors, avant de vous donner d'autres petites pistes de réflexion, je voulais revenir sur le CICE parce que je crois que Philippe a évoqué le CICE. Alors, en France, on est quand même spécialiste. Donc le CICE, là, je regardais sur mon téléphone en même temps. A priori, source CGT, hein, Confédération Générale du Travail. Donc je suis allé chercher. Donc voilà, je suis allé chercher la CGT. Donc on va dire que au pire, c'est 20 milliards d'euros par an. Donc on peut dire qu'effectivement, 20 milliards d'euros par an, c'est trop. Mais si vous voulez, dans ce pays, on a le génie de créer des problèmes en augmentant les impôts. Et donc, quand on augmente les impôts, les taxes, les cotisations, tout ce que vous voulez, hein, là, vous avez tout le panel, tout le panel de taxation qu'on trouve en France, peu importe l'assise ou le nom qu'on donne à la rapine. Et une fois qu'on est allé rapiner trop fort, eh ben évidemment, on crée un effet désastreux. Et donc, comme on a rapiné trop fort, dans l'urgence, et c'était ce que disait Philippe, plutôt que de revenir à du bon sens et de supprimer ce que l'idéologie empêche de supprimer, plutôt que de supprimer la rapine ou de baisser le taux de la rapine, qu'est-ce qu'on fait? On invente une niche fiscale pour corriger en moyenne et à peu près dans un pourcentage limité le montant de la rapine qu'on a créé, le problème qu'on a créé. Et donc, on a des impôts qui sont énormes facialement, puis qui sont mités par des niches fiscales pour essayer de rattraper et de corriger les effets délétères des impôts qu'on a mis en place. Le CICE, c'est exactement ça. C'est-à-dire, vous êtes en France, avec le pays dans lequel le coût du travail est le plus important au monde. Voilà, au monde. Donc, quelle compétitivité vous voulez avoir quand le coût du travail est le plus important? Ça induit une autre réflexion d'ailleurs. Quand le coût du travail en France est le plus important, ça veut dire de manière très simple que celui qui vous exploite, c'est pas votre patron. Je le dis à tous ceux qui nous écoutent. Vous prenez votre dernière fiche de paye. Mais vraiment, là, vous faites pause sur la vidéo, vous allez chercher votre dernière fiche de paye et vous regardez le coût total employeur. Le coût total employeur. Et là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, votre employeur, il est quand même vachement sympa. Parce que quand il vous donne 2 000 € net, en fait, vous lui coûtez 5 000. Mais le problème, c'est que celui... Alors, je vois Philippe qui réagit. Non, Charles, c'est pas tout à fait ça. Philippe, je propose de dire à tous ceux qui nous écoutent d'aller directement sur simulateur URSSAF. Donc comme ça, là, ils peuvent s'amuser à simuler coût de travail simulateur URSSAF. Là, vous avez les chiffres exacts hein, entre le coût total employeur et votre net pour vous. Vous rentrez les éléments, vous comparez avec votre fiche de paye. Vous pouvez simuler si vous êtes augmenté, etc. Bref, vous pouvez regarder. Mais en gros, vous avez un coût total employeur qui est considérable et un net après impôt pour vous qui est extrêmement faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui vous exploite, c'est pas votre patron. Celui qui vous exploite, c'est pas votre mari ou votre conjoint. Celui qui vous exploite, c'est l'État. Alors les gens de gauche ont inventé un truc extraordinaire pour justifier ça. Ils disent, mais c'est pas de l'exploitation, c'est du salaire différé. Ah oui, du salaire différé. Pour moi, c'est une charge, une taxe immédiate. Mais peut-être, si je suis sage, j'ai des gentils gens de gauche qui, s'il y a encore de l'argent demain, parce que mon 3 228 milliards d'euros de dette, votre salaire différé, il risque d'être différé très 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 longtemps. Tellement différé que ça va pas être une différation, une différatitude, mais ça va être une belle carabistouille. Et donc, vous aurez rien du tout. D'accord? Parce que quand il y a 3 228 milliards d'euros de dette, ce qui est à peu près sûr, c'est qu'il va y avoir des gens couillonnés. Donc, le salaire différé, il risque d'être différé très, 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 très longtemps. Donc, voilà. Donc, il faut bien comprendre cette mécanique qui est aujourd'hui une envolée des dépenses publiques. Cette envolée des dépenses publiques, c'est un dévoiement complet de l'impôt. Et je rappelle qu'à l'origine, et dans la Constitution, l'impôt, c'est juste subvenir aux besoins fondamentaux de l'État, c'est-à-dire les tâches régaliennes. À aucun moment, lorsque l'impôt est institué,
L'impôt sert à faire de la justice fiscale. La justice fiscale, c'est de la moraline. D'accord? C'est de la morale. Mais c'est en aucun cas ni de l'économie ni de la Constitution. Donc, je vous dis pas qu'il ne faut pas avoir des mécanismes d'assurantiel, de solidarité, etc. C'est pas ça que je vous dis. Et je vous dis que l'impôt, au départ, il n'est pas censé financer ça. Et donc, d'année en année, d'avancée sociale en avancée sociale, de justice sociale en justice sociale, ben on en est arrivé aujourd'hui, et je vais vous donner une piste d'économie d'impôt, à donner une prime de Noël pour que les gens qui n'ont pas beaucoup de sous puissent aller faire des cadeaux à leurs enfants. Je suis navré de vous le dire, je suis pas d'accord. C'est peut-être pas politiquement correct de dire ça, mais la solidarité nationale, elle n'a pas à payer les cadeaux que Madame Michu, elle fait à ses enfants. C'est intolérable, c'est inacceptable, moralement parlant. Les pauvres n'ont pas plus de droits sur les riches que les riches n'ont de droits sur les pauvres. Je parle de droits moraux. D'accord. À partir du moment où vous n'avez rien volé et où vous avez acquis de manière tout à fait légale, et je rajouterais même, en plus, morale, c'est quand même l'écrasante majorité des gens qui ont un peu d'argent n'ont volé personne. D'ailleurs, quand on reprend la catégorie des gens qui ont de l'argent, ceux qui gagnent le plus d'argent, ce sont les professions médicales. Un chirurgien, pas a priori quelqu'un qui est dans l'exploitation, il est plutôt dans le soin, il essaye plutôt de sauver des gens. Bon, peut être dur avec l'infirmière d'à côté parce que bon, si on oublie un bistouri ou si on oublie un morceau de coton dans les entrailles du patient, ça fait mauvais effet. Donc bon, moi, si je raconte une ânnerie ou si je me trompe, c'est pas bien grave. Si un médecin ou un chirurgien ou une infirmière se trompe, bah ils ont la vie des gens entre leurs mains. Donc ça a évidemment des conséquences. Voilà. Donc ils sont peut-être pas sympas des fois, ils sont peut-être un peu durs, ils sont peut-être pas bon. Mais enfin, c'est pas des gens qui exploitent les autres. Et pourtant, c'est parmi les professions les mieux payées. Bon. Donc, il faut sortir de cette logique du toujours plus d'impôts pour payer toujours plus, non pas de juste solidarité, mais un dévoiement complet de la générosité. Personne ne doit être forcé par ses impôts à payer les cadeaux de Noël de Madame Michu pour ses enfants. Voilà. Donc là, la prime de Noël, moi, je la supprime. Elle n'a pas lieu d'être. Elle n'a aucune justification éthique ni morale. Surtout quand je vois le nombre d'iPhone vendus et le nombre d'iPhone qu'achètent les gens, y compris à crédit, etc., etc., à 1 500 € le truc. Bon. Donc je vais pas vous dire que tous les pauvres achètent des iPhones, c'est pas le sens de mon propos. Je dis simplement, il faut remettre aussi au cœur le bon sens, et le bon sens, c'est la responsabilité individuelle. Les gens font bien ce qu'ils veulent avec leur argent. C'est le miracle et la joie de ce système où on est libre de dépenser notre argent comme on le souhaite. Et je n'ai pas à dire à Pierre, Paul, Jacques comment dépenser leurs sous. Mais Pierre, Paul, Jacques n'ont pas à venir m'expliquer comment je dois moi donner les miens pour que eux puissent faire des cadeaux. Donc voilà une piste d'économie. C'est la fin de la prime de Noël, par exemple, qui n'a encore une fois, aucune justification. En revanche, si je considère que la prime de Noël n'a aucune justification parce que c'est du superflu et qu'il faut remettre le bon sens, on peut se passer d'un cadeau de Noël. Je suis navré de le dire. On peut se passer d'un cadeau de Noël. Et il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire et l'absence de démagogie de le dire. En revanche, on ne peut pas se passer d'un toit, on ne peut pas se passer de soins médicaux et on ne peut pas se passer aujourd'hui de manger. Donc quand je vois des jeunes gamins faire les queues sur des centaines de mètres parce qu'ils sont étudiants, qu'ils n'ont pas de sous et que ils ont des difficultés pour manger, il y a plusieurs choses à dire. Quand je vois des gens sur des brancards dans les services des urgences qui attendent des heures, je pense que Philippe pourra nous donner un témoignage de toute première main. Bon, qui attendent pendant des heures et qui sont pas soignés. J'ai d'un côté des gens qui sont pas soignés et j'ai de l'autre côté une prime de Noël. Oh, on peut remettre un peu l'église au centre du village.
On peut remettre un peu la mosquée au centre du village. D'accord? Ça concerne tout le monde. Quel que soit notre positionnement sur la palette de couleurs, sur les origines, sur les religions, on a tous le droit d'être soignés, d'être logés, d'être nourris. Ça, ce sont des besoins fondamentaux. Le reste, c'est des billevesées. Donc, on supprime la démagogie, on supprime les billevesées, les primes de Noël, les primes de rentrée, etc., etc. Et puis, on se concentre sur les besoins fondamentaux qui nous concernent absolument tous, les soins auxquels nous avons droit, un toit parce qu'il faut être logé et c'est fondamental, mais mieux vaut un mauvais toit que pas de toit du tout, encore une fois, et sur le fait de pouvoir avoir accès évidemment à de l'alimentation si on n'en a pas. Voilà. Je pense que là-dessus, on doit pouvoir se mettre d'accord sur regarder ce qui relève de l'essentiel et ce qui relève du superflu, ce qui relève de la juste solidarité nationale pour laquelle je suis le premier à bien vouloir payer des impôts et où mon consentement à l'impôt est total. Je ne veux pas qu'il y ait des gens qui aient faim, je ne veux pas qu'il y ait des gens qui soient dehors et je ne veux pas qu'il y ait des gens qui ne soient pas soignés. Donc j'accepte de payer, évidemment, je consens à l'impôt pour ça, et ça me semble la juste solidarité et la solidarité moralement nécessaire. Mais je refuse de payer pour du superflu qui ne relève pas de la juste solidarité nationale, mais de choix individuels et de la responsabilité individuelle. Et enfin, pour mettre les choses en perspective, et je conclurai là-dessus, pour que Philippe puisse lui laisser la parole à Philippe, mais je suis choqué, profondément choqué, humainement choqué. Tout le monde a vu le film, ou presque tout le monde a vu le film Un petit truc en plus. Ce qu'on montre pas dans ce film Un petit truc en plus, c'est que tous nos concitoyens qui ont un petit truc en plus sont des gens qui, dans la majorité des cas, travaillent. Et ils travaillent dans des ESAT. ESAT, vous regarderez sur Internet. Et les ESAT, ce sont des établissements soutenus par l'État, financés par l'État, etc., où on fait des postes adaptés avec des encadrants spécialisés pour que tous nos concitoyens qui ont un petit truc en plus puissent travailler. Mais dites, on va dire les choses telles qu'elles doivent être dites. S'il y a bien des gens qui pourraient ne pas travailler, ce sont ceux qui ont un petit truc en plus. Pourquoi eux travaillent-ils? Alors que j'ai des millions de gens qui sont tout à fait et complètement bien portants et qui se permettent de vivre de la solidarité nationale et de mes impôts. Mais c'est inacceptable. C'est absolument incompréhensible. Et donc, faut être très très clair. Ça, ce sont des choses qui finiront par prendre fin. Et aujourd'hui, vous avez des entreprises qui n'arrivent pas à recruter, des gens qui ont des petits trucs en plus qui travaillent, et des gens bien importants qui, par centaines de milliers, ne font strictement rien de leur journée. Mais c'est un gâchis immense de talent, d'opportunités. C'est un gâchis social, c'est un gâchis sociétal. Et donc, ça amène, par voie de conséquence aussi, à une gabegie financière, à une gabegie budgétaire. Mais avant même la gabegie budgétaire, quand on vous dit l'oisiveté est mère de tous les vices, c'est pas faux. Le coût social de l'oisiveté, il est considérable. Le coût humain de l'oisiveté, il est considérable. Et cette absence de courage, qui consiste à dire aux gens, droit à la paresse, mais aucun problème pour votre droit à la paresse, Madame Rousseau. Aucun problème pour le droit à la paresse de Madame Rousseau. Mais pas avec mon pognon. Voilà, je pense avoir été clair là. Pas avec mon argent. Marie-Constance, vous avez le droit d'être très paresseuse si vous avez envie, mais avec vos sous. Voilà, Mm. avec vos sous. Pas avec les miens, pas avec ceux de la collectivité, parce que je rappelle que les sous des gens, il faut pas personnaliser d'ailleurs le débat, j'ai tort, mais les sous des gens, c'est ce qu'il y a de plus sacré. Les deniers publics, on doit être comptable des deniers publics. Et les deniers publics, ils doivent être dépensés de manière juste. Donc, l'assistanat, et je ne parle pas de la juste solidarité,
de la nécessaire solidarité pour laquelle on est tous d'accord, mais son dévoiement, c'est-à-dire l'assistanat injuste, indu, qui consiste à maintenir dans la pauvreté des gens, dans l'inactivité des gens, ce n'est pas bon. Et je rappelle le nom de RSA, Revenu de solidarité active. L'idée, elle était belle. Et là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. On forme, on apprend, on met un pied à l'étrier, on accompagne. Ça a de la valeur. Et pour tous ceux qui n'ont pas pu visiter un ESAT, allez visiter un ESAT, allez voir ce qu'est un établissement où des gens qui ont un petit truc en plus travaillent, et allez voir l'importance pour eux du travail et ce que ça peut leur apporter. Et quand vous les voyez sourire au travail, vous vous dites quand même qu'on est quelques millions à avoir perdu le sens de l'essentiel. C'est-à-dire que le travail, ça doit aussi être une forme de sourire, et je me tais parce que j'ai trop parlé. Alors Philippe, qu'est-ce qu'on risque si ces ajustements ne sont pas entrepris très rapidement? On risque une dégradation par des agences de notation, ce qui renchérira le coût de notre dette. Elle est déjà de 51 milliards, comme l'a dit Charles. Elle sera de 54 milliards si, à notation égale en 2025. Bon, la grande surprise et ce qui doit nous rendre modestes aujourd'hui, c'est que le 10 ans français, c'est la référence, hein, pour le refinancement de la dette française à 10 ans. Le 10 ans français, aujourd'hui, est moins bien considéré par nos créanciers, par les détenteurs d'actifs, que le 10 ans espagnol, que le 10 ans portugais. Il y a même un gros écart, hein, par rapport au 10 ans portugais, puisque c'est quelques pouillèmes par rapport au 10 ans espagnol, mais c'est quand même plus de 10 points par rapport au 10 ans portugais. Et il y a même 20 points d'écart en faveur, tenez-vous bien, du 5 ans grec. La Grèce se refinance aujourd'hui 20 à 23 points de base en dessous de la France sur une échéance à 5 ans, et on est à peu près équivalent sur 2 ans. Donc on a complètement dégringolé. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a toujours notre double A, tandis que la Grèce est à BB, l'Espagne A, et aujourd'hui des notations très inférieures euh, trouvent des financements à un coût beaucoup plus avantageux. Donc, comme quoi, le fétichisme de la notation, quelque part, c'est pas la notation en elle-même qui importe, c'est la trajectoire. Si vous venez de BB comme la Grèce et qu'on vous remonte à triple B, voire qu'on va peut-être vous remettre en investment grade à A ou double A dans 2 ans, c'est cette trajectoire qui est intéressante. C'est pas votre notation à l'instant T, c'est la trajectoire. Et la nôtre est très mauvaise. Voilà, c'est ça qui est inquiétant et c'est ça qu'il faut enrayer. Mais puisqu'on parle de trajectoire, la trajectoire des finances allemandes, avec l'effondrement de l'industrie, qui est vraiment les deux piliers, hein, de la richesse allemande, hein. Il y a l'industrie, il y a la chimie ou la biochimie. L'Allemagne est également sur une très mauvaise trajectoire. C'est peut-être même pire que la France, sauf que eux, ils n'ont pas encore franchi le cap des 3,5, 3,6% de déficit, au-delà duquel on commence à se poser des questions quand même sur le fait que les finances publiques vont pouvoir être rééquilibrées rapidement. L'Allemagne est également sur une très mauvaise trajectoire. Et là, on n'y peut rien, nous, Français, et pourtant ça nous concerne, parce que c'est notre premier partenaire commercial en Europe, notre premier partenaire commercial. En deux, il devait y avoir l'Italie, en trois, le Royaume-Uni, mais vous voyez bien que si ça va pas bien en Allemagne, c'est un handicap de plus pour nous en 2025, en 2026. Si la Chine ne parvient pas à se relancer, malgré ce qu'ils ont annoncé le 25, 26, 27 septembre, ça va pas non plus favoriser notre redressement économique. Alors, on s'est extasié sur le package de relance chinois de 285 milliards équivalent dollars. Bon, je vous fais le calcul, 250 milliards d'euros. 250 milliards d'euros à l'échelle d'une économie de 18 500 milliards qui est l'économie chinoise,
c'est en fait une goutte d'eau. Donc on s'est un petit peu emballé, enflammé, en se disant, ah, bah la Chine, ils vont repartir à 5,5% de croissance, et nous, on va quand même réussir à capter un peu la queue de la comète, et ça ira mieux. Mais je pense qu'on surestime largement aujourd'hui les effets de ce plan de relance chinois, à moins que ça ne soit que le premier étage de la fusée, puis qu'il y en a un deuxième et un troisième, auquel cas, si la Chine injecte 5% de PIB, il se passera peut-être quelque chose. Mais avec 2,5%, j'avoue que j'ai du mal à y croire. Alors les États-Unis, eux, font beaucoup plus fort que la Chine. Eux, c'est sous forme d'endettement supplémentaire. C'est pas 2,5%, hein, c'est 8% en un an. Et ça s'accélère encore avant les élections présidentielles. Ils en sont à 12 milliards d'endettement supplémentaire par jour. C'est le record de toute catégorie de l'histoire des États-Unis, même pendant la Seconde Guerre mondiale. On est très au-delà maintenant de ce qu'on a vu injecter pendant la période Covid. Et là aussi, c'est intenable. C'est intenable. Et si jamais, une fois le 5 novembre passé, quel que soit le nouveau ou la nouvelle présidente élue, il va falloir qu'on arrête la blague, là, parce que ça ne peut pas durer. Or, l'économie américaine, je le dis, avec 8% de déficit, c'est de la croissance achetée à crédit. Donc, ce que je vois là aussi, c'est qu'on arrête un petit peu le délire après le 5 novembre, et surtout après le 20 janvier 2025. Et là, les États-Unis, j'ai peur qu'eux aussi se mettent à ralentir. Alors, on voit déjà ce qui se passe aujourd'hui avec l'automobile, hein. On voit que Stellantis, à travers Chrysler et Jeep, n'arrive plus à vendre une voiture aux États-Unis. Et ça ne va pas s'arranger. Donc, je dirais que là, aujourd'hui, la France, faut pas qu'elle compte sur la Chine, faut pas qu'elle compte sur l'Allemagne, faut pas qu'elle compte sur les États-Unis. Elle ne peut plus compter que sur elle-même, quelque part. Alors, ça serait possible de compter sur nos propres forces, notre génie. La France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées. Si on avait notre souveraineté monétaire, auquel cas on pourrait se dire, voilà, on fait un grand plan, on fixe un cap, et là, on investit et ça créera de l'emploi, des filières, tout ce que vous voulez. Donc, il faut la maîtrise de sa planche à billets. En deux, il faut avoir sa maîtrise législative. Or, aujourd'hui, le programme de ce que votent les députés vient à 70% de Bruxelles. Et notre souveraineté diplomatique est également importante. Il ne faut pas qu'on se retrouve embarqué dans des conflits, comme dirait Rambo. C'était pas ma guerre, colonel. On se retrouve embarqué dans des guerres qui sont pas les nôtres et qui nous coûtent là des fortunes, puisque là, le dernier package, le prêt accordé à l'Ukraine de 25 milliards, c'est pas un prêt, on le sait, c'est un don. C'est la cote-part de la France, c'est 7 milliards. Or, là, le bidouillage qu'on va faire sur les plus hautes tranches d'imposition, etc., ça va même pas rapporter 7 milliards. Hein. Qu'est-ce qu'on projette là, vous savez, c'est augmenter ou tripler cette tranche exceptionnelle qu'a instaurée François Hollande et que personne, d'ailleurs, n'a jamais supprimée ensuite. Donc, nous, on part tous de l'hypothèse qu'on est sur des tranches à 45%. En réalité, il y a déjà 3% de plus pour les riches très riches. Il y a même 4% pour les riches ultra riches. Et on triplerait ça. Autrement dit, on porterait l'imposition des plus riches à 54%. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se barrer, évidemment. Ils vont, par tous les moyens, mettre en œuvre de nouvelles façons d'éviter l'impôt. Donc le message qu'on envoie, en plus de ça, aux riches, c'est les seuls qui ont finalement les moyens ben, d'apporter éventuellement les fonds que notre planche d'habiller, nous ne l'avons pas. Donc, où est l'argent qui pourrait aider à financer une relance, un cap industriel? Si on envoie un très mauvais signal, l'argent va encore quitter, fuir le pays, en faire
fiscale. Donc, je pense que pour que on retrouve des marges pour investir, etc., il faut au contraire envoyer un signal comme quoi l'argent qui travaille sera moins imposé, ceux qui créent de la richesse seront moins imposés. Alors évidemment, il ne faut pas que ça soit de la richesse non plus indue, comme les milliards qui sont tombés dans l'escarcelle des ce qu'on appelle les producteurs d'énergie alternative, qui ne produisent que des factures, qui ne produisent pas un kilowatt et qui ne transportent pas un kilowatt. Ceux-là, moi, je suis pour qu'on leur prenne 90%, hein, comme Hollande voulait le faire en 2012, 90% pour ces gens qui ont profité d'une anomalie totale, d'une anomalie tarifaire et d'un dysfonctionnement total du marché de l'énergie. Ceux-là, on peut tout leur piquer. Là, vraiment, ils n'auront rien à dire. Ils ont mangé sur la bête, ils se sont goinfrés sur la bête. Ceux-là, il n'y a pas de pitié. Mais en revanche, ceux qui vont retrouver des tarifs d'électricité convenables et qui vont pouvoir entreprendre, il faut absolument les aider. Sinon, c'est pas possible qu'on s'en sorte. Je le répète, c'est pas l'Allemagne qui va nous tirer, c'est pas la Chine, c'est pas les États-Unis en 2025. Donc, il faut absolument qu'en France, on envoie un signal positif. Mais si ce signal ne vient pas, pour les épargnants qui nous écoutent, ben, il n'y a rien à faire. C'est pas l'entreprise, la PME française qui va sortir la tête de l'eau. Donc, en tant qu'investisseur, si j'ai pas le bon signal, je vais éventuellement continuer à acheter des entreprises multinationales étrangères avec des profits récurrents, une capacité à créer, à innover, à accueillir ou attirer les meilleurs talents. Bref, pour prendre une image footballistique, je vais continuer à investir dans les Barcelone, les Manchester, les Bayern, les Milan AC planétaires, parce que c'est pas les clubs français avec leur petit budget qui vont venir effectivement gagner la Coupe d'Europe ou la Coupe du Monde des clubs. Euh, En tant qu'épargnant aujourd'hui, je suis prêt, moi, à aller mettre des billes dans des PME, si on envoie un bon signal, si M. Barnier envoie un bon signal et que l'Europe nous laisse la latitude de faire ce qui nous est actuellement interdit, c'est-à-dire euh, euh, financer ou cofinancer les entreprises, mettre des droits de douane. Alors, c'est bien sûr le tabou absolu, puisqu'on n'a pas le droit de fausser la concurrence, etc. Mais si on ne protège pas nos entreprises avec des droits de douane, et si on n'a pas le droit de les soutenir, de les avantager, comme le font tous les pays qui ont réussi, il n'y a aucun moyen qu'on s'en sorte. Donc, moi, en tant qu'investisseur, bah, je vais continuer d'investir dans des entreprises qui ont un champ d'action international, qui innovent, qui ont les meilleurs éléments. Et puis j'investirai bien sûr actuellement un petit peu dans l'or et l'argent parce que le climat géopolitique international me paraît pas très réjouissant. Et je ne pense pas non plus qu'on puisse annoncer comme on le fait régulièrement que l'inflation est vaincue. Parce que si vous écoutez bien Ursula von der Leyen, elle a placé son second mandat sous le signe de la décarbonation. Autrement dit, elle est pour la remise en place de taxes carbone sur tout ce qui effectivement contient du carbone. Ça ne va faire que renchérir le coût de tout. Mais sa logique, c'est actuellement, il n'y a que 25% de ce qui produit du carbone qui est taxé. Donc, si on veut vraiment aller au bout, il faut taxer à 100%, même symboliquement, mais en tout cas, taxer, 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 taxer tout ce qui a trait au carbone, ce qui est une ineptie totale. Parce que le vrai problème que l'on a aujourd'hui, c'est pas le carbone et ses 0,04% de présence dans l'atmosphère terrestre. Ce que l'on voit tous, c'est les nuages de pollution, les particules fines, ça, il faut les combattre. Les vraies allergies, elles viennent de là, hein. Quand on vous dit le carbone tue, c'est totalement faux. C'est un fake
complet. Ce qui tue, c'est les particules, c'est l'acidité qui mange les forêts près des grands sites industriels, et puis c'est la pollution, c'est le sixième continent de bouteilles plastiques qui flottent sur les océans. Dépolluer, oui, ça c'est une grande cause planétaire, mais la décarbonation est une escroquerie totale, bien sûr avec des gens qui sont euh, payés, hein, pour venir assurer cette propagande permanente. Vous n'avez pas un phénomène, aujourd'hui, vous n'avez pas un phénomène météorologique où on ne vous dit pas que c'est le réchauffement et le dérèglement climatique. Alors qu'en fait, vous regardez en statistique les inondations, les ouragans, on est sur des niveaux qui sont assez standards, mais on ne fait que mettre l'accent là-dessus pour créer ce stress, ce climat permanent de panique devant le climat. Alors qu'en fait, quand on regarde le bord de nos routes, on voit très très bien la pollution. Quand on regarde les plages, aujourd'hui, elles sont couvertes de bouteilles plastiques. Il y a d'autres causes. Et là, je dirais que ça serait vraiment très très créateur d'emplois de dépolluer, alors que décarboner, ça consiste à mettre des taxes et derrière à faire des aménagements ou des transformations de production d'énergie qui sont coûteuses et inefficaces, les éoliennes, les panneaux solaires très efficaces évidemment dans les zones tropicales où l'ensoleillement il est égal toute l'année et où l'ensoleillement c'est 320 jours par an. Mais pour le reste, ça n'a pas de sens. On ne fait qu'augmenter le coût de l'énergie, ce qui ruine les économies. Et comme on va taxer encore plus le carbone, on va encore plus enfoncer la tête sous l'eau de nos entreprises et de l'industrie. Donc, effectivement, l'Europe, c'est de la bureaucratie, c'est de l'idéologie, c'est du dogmatisme, et c'est des combats complètement, c'est Don Quichotte, hein, qui essaye de percer la couche d'ozone avec sa lance, en espérant, je ne sais pas quoi, que ça va provoquer une réaction miraculeuse. Tout est complètement tubuesque dans cette Europe. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, en tant qu'investisseur, j'ai envie d'être partout, mais sauf dans cette Europe. Donc effectivement, je regarde de plus en plus loin de nos frontières. Et en attendant que quelqu'un annonce un bon cap, moi, mon cap, ça reste l'or, ça reste les actions étrangères, ça reste éventuellement des devises étrangères, ça reste de l'immobilier hors de la zone euro. Parce que la propriété privée, elle est remise en cause. Et si elle n'est pas complètement remise en cause, de toute façon, elle est surtaxée. Hein. Vous n'avez qu'à demander aux Parisiens ce qu'ils pensent de leur impôt foncier depuis 3 ans. Voilà, je pense que j'ai dit mon fait. Donc, je ne sais pas si Charles a un petit mot à dire, parce que c'est notre invité, et je voudrais bien que ce soit lui qui ait le mot de la fin. Est-ce que vous avez, Charles, des classes d'actifs ou des actions en particulier que vous privilégiez en cette période un petit peu d'incertitude? Je crois que Philippe comme d'habitude, extrêmement bien résumé la situation. Effectivement, en fait, si vous voulez, sans rentrer dans le débat consistant à dire le CO2 c'est grave, c'est pas grave, c'est vrai, c'est pas vrai, sans même rentrer dans ce débat. Je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait que vous avez deux choses qui servent à justifier plus d'impôts. Vous avez la justice fiscale. Donc, au nom de la justice fiscale, je peux vous taxer plus. Et au nom de la lutte contre le réchauffement climatique, je peux vous taxer plus. Enfin, c'est factuel. Euh, à aucun moment, si on reste également sur des faits, à aucun moment, un impôt ne règle un problème. D'accord. Un impôt ne peut pas, par définition, régler un problème. Si quelque chose est dangereux, il faut l'interdire, faut pas le taxer. Si quelque chose est dangereux, il faut l'interdire, pas le taxer. On ne taxe pas la vente de Kalachnikov qui est en vente libre dans les supermarchés, y compris pour les enfants, mais on dirait, vous comprenez, au nom de cette logique taxatrice, on dit non, mais
tout le monde doit pouvoir acheter une Kalachnikov, tout le monde doit pouvoir porter une Kalachnikov dans la rue, mais comme effectivement, des fois, il y a des gens, ils tirent dessus, ils vous tuent à coups de Kalachnikov, on va donc taxer les Kalachnikov, mais les laisser en vente libre. Et puis, on va même aller plus loin, parce que je pense quand même que dans le cadre de la lutte contre le réchauffement de la Kalachnikov, je pense qu'il faut taxer les munitions. Et il faut taxer les munitions à un taux qui est différent, évidemment, de l'arme en elle-même, hein, parce que voilà, c'est des logiques technocratiques. Et puis, il y a la Kalachnikov produite ici, et puis la Kalachnikov produite là-bas, et la Kalachnikov d'importation. Et là aussi, je pense qu'il faudrait qu'on ait une taxe carbone à l'entrée de l'Union européenne, qu'on appellerait une taxe Kalachnikov. Bon, donc voilà, j'arrête mon humour noir. Euh, si quelque chose est dangereux, on l'interdit, on ne le taxe pas. Donc, vous avez, si vous réfléchissez un peu, vous êtes capable de discernement et de voir ce qui relève du mensonge et ce qui relève de la réalité. Si c'est très 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 dangereux, on arrête l'uranium appauvri dans toutes nos têtes d'obus, quoi. D'accord? On arrête la seule industrie qui fonctionne aujourd'hui. On en parlait un tout petit peu avant avec Philippe avant de démarrer cet échange. Je disais à Philippe, attends, j'ai même pas pu regarder la bourse. Qu'est-ce que ça fait? Et Philippe, avec sa malice habituelle, me dit, oh, bah, t'inquiète pas, la bourse, elle monte, elle est tirée par Total et les énergies fossiles et par une autre entreprise qui est une entreprise d'armement. Bon, Thales. voilà. Donc les bombes et le gasoil, quoi. Voilà. Donc et le mieux étant la bombe à gasoil, hein, qui est une bombe qui, avec à l'intérieur une pulvérisation de kérosène qui s'enflamme, va en plus complètement aspirer l'air sur des milliers de mètres carrés et tuer toute la vie. Mais, laisser les infrastructures intactes, c'est une avancée absolument extraordinaire dans la manière de s'entretuer. Donc, voilà, moi je croirais en tout cas à l'écologie, hein, à l'écologie au sens large, quand j'arrêterai de voir des voitures électriques qui sont ultra polluantes en réalité. Mais c'est pas la même pollution et la pollution n'a pas lieu au même endroit. Je commencerai à croire à l'écologie et à la dangerosité du carbone quand le même écolo bobo parisien qui se déplace en trottinette made in China avec une batterie au lithium-ion extraite d'une mine africaine par un gamin mineur dans des conditions absolument abjectes en termes sociaux et environnementaux arrêtera de me faire la leçon sur ma vieille Dacia diesel alors qu'il part en week-end à Copacabana par EasyJet et qui va polluer comme un goré. Mais, c'est quelqu'un de bien. Il a tous ses brevets de bon écolo puisqu'il a mangé du quinoa vegan dans un resto parisien. Donc stop à tout ça. Remettons évidemment du bon sens et ne soyons pas dupes de ce qui sert de justification à la taxation. Voilà, c'est de la justification à la taxation. Alors, je voulais conclure sur une autre réflexion que je voulais partager avec tout le monde. C'est le temps de travail en Grèce. Voilà, donc Philippe a évoqué tout à l'heure le 5 ans grec qui est moins cher désormais que le 5 ans français. Enfin, la Grèce à 5 ans emprunte un peu à moins cher que la France à 5 ans, ce qui devrait quand même frapper tout le monde et à ne pas faire les efforts, à faire les cigales hein, et à chanter tout l'été, eh ben on va se retrouver un peu comme les Grecs. Alors, le temps de travail en Grèce, il a été modifié. Il a été modifié en juillet 2024. Il y a un nouveau temps de travail en Grèce pour améliorer la compétitivité de la Grèce, de l'économie grecque, pour améliorer la productivité du salarié grec. Alors d'abord, je vous passe le fait que le montant du SMIC en Grèce, c'est pas tout à fait le montant du SMIC en France. Premier élément. Et deuxième élément, la semaine de travail, c'est 48 heures sur 6 jours.
Vous avez bien entendu. Je vous laisse aller regarder. Vous pouvez regarder, vous tapez les échos, 48 heures, 6 jours, temps de travail en Grèce. 48 heures sur 6 jours, avec un SMIC qui est inférieur au SMIC français. Est-ce que vous pensez un seul instant on va nous laisser continuer nos âneries encore très longtemps? Est-ce que vous pensez un seul instant qu'on va pouvoir redresser le pays en parlant de droit à la paresse, de primes de Noël, de congés payés, de RTT, de plus de retraite, d'indexation des pensions? Mais c'est impensable parce que tout autour de nous est en train d'être organisé pour organiser notre faillite si on ne fait rien. Et ça, je crois que c'est hyper important. Je vous dis pas, moi, je suis pas en train de vous dire qu'il faut qu'on force les gens à travailler 48 heures, 6 jours sur 7. C'est pas du tout ça que je suis en train de vous dire. Faut pas se méprendre sur le sens de mes propos. Tout à l'heure, Philippe, il a parlé de souveraineté. Philippe a parlé de souveraineté. Si vous n'êtes pas souverain chez vous, si vous n'avez pas de frontières, si vous n'avez pas votre monnaie, si vous n'avez pas votre capacité à faire vos lois, et si vous n'avez pas la force de dire chez moi, ça se passe comme ça. Les autres, ils font ce qu'ils veulent, mais chez moi, ça se passe comme ça. Et comme je veux que ça se passe comme ça, peu importe si c'est bien ou mal, hein, mais si je veux que ça se passe comme ça, et donc j'ai des frontières, et donc si tu veux me vendre un produit, je te mets des droits de douane parce que comme chez moi, ça se passe comme ça, et que chez toi, ça se passe comme ça, on n'est pas sur le même pied d'égalité. Donc on compense avec les droits de douane. Si vous ne faites pas ça, que vous êtes dans un marché commun, où vous avez la libre circulation, des biens, des capitaux, des gens, et que vous avez le droit de produire en Grèce pour vendre en France, que vous avez le droit de produire en Grèce avec des gens qui ont un SMIC 2 fois inférieur en travaillant 48 heures par semaine, 6 jours sur 7, est-ce que vous pensez qu'avec notre salaire différé et toutes nos cotisations sociales pour votre bonheur absolu, est-ce que vous pensez un seul instant qu'on va pouvoir être compétitif dans un monde ouvert? Donc là, vous avez basiquement, parce que je suis un homme simple qui simplifie les problèmes, sans être simpliste pour autant, mais si on résume la situation, soit on reste dans l'Union européenne, on reste dans ce grand tout ouvert, et il va falloir qu'on ajuste notre compétitivité. Et donc, il va falloir qu'on aille vers ce que fait le moins-disant. Tout à l'heure, Philippe, tu citais un exemple de pays de l'Est, me semble-t-il, dont j'ai oublié le nom, qui avait plus de production industrielle que nous. En proportion, oui. C'était lequel? En proportion du PIB. Bah, Oui, oui, oui. Estonie, Lettonie, les deux, Voilà, pareil. Estonie, Lettonie. Bon, allez voir le SMIC letton, le SMIC estonien, ou même le SMIC bulgare à Sofia, etc. Bon, donc dans ce monde-là, nous sommes condamnés à continuer à nous désindustrialiser. Et c'était dans cette optique que le fameux CICE avait été fait. Hein, c'était que comme on avait un coût du travail qui était trop cher, il fallait diminuer le coût du travail. Donc je taxe le coût du travail, puis alors je donne un crédit d'impôt puisque je mets trop d'impôts. Bon, mais tout ça est du délire. Donc l'avenir de la France, c'est l'avenir de la Grèce. Nous sommes en voie de grécification. 48 heures, 6 semaines, changer de boulot pour aller faire un boulot qui vous plaît. Hein, parce que s'il faut travailler 48 heures, 6 jours par semaine, autant que ça vous plaise, parce que sinon ça va vous paraître très très long. Donc voilà, je crois qu'il faut être conscient de ça. Et après, bah, je rejoins Philippe sur quand Philippe a parlé, a évoqué ce que moi j'appelle les prédateurs du capitalisme, eh bien typiquement ce marché de l'énergie avec des entreprises qui ne produisent rien, qui n'acheminent rien, qui ne font que faire effectivement des factures. Alors bon, Philippe, lui, il dit qu'il faut les taxer à 90%. Moi, je vais plus loin encore, Philippe, je vais même pas dire 99%. Tu sais ce que je pense de la taxe, je viens de l'expliquer sur le fait que quand
quelque chose est dangereux, on l'interdit, hein, on ne le taxe pas, on ne taxe pas la vente de Kalachnikov, on l'interdit, et bien de la même manière, on doit interdire la vente de factures d'énergie, parce que c'est que de ça qu'il s'agit. Donc une entreprise qui a une activité fictive, parce que faire des Parasite, factures ça s'appelle un parasite. c'est une activité fictive, c'est un parasite, c'est un prédateur. Donc ça, effectivement, ça doit être interdit dans un capitalisme qui n'est pas autre chose, là, qui est un capitalisme de connivence. Et donc ce capitalisme de connivence, ce capitalisme de corruption, il doit effectivement être mis au pas. Et il ne peut être mis au pas que par une chose que tu as évoquée, Philippe, et qui est essentielle dans les réflexions qu'on doit partager, qui est la souveraineté. Et c'est pas l'État, c'est moi, c'est pas l'État qui taxe, c'est pas l'État qui doit faire la générosité avec l'argent des autres. Non, l'État, il est là pour assurer la protection des gens. Alors la protection au sens large, hein, et donc la protection de sa population, et donc la protection de ses intérêts. Il doit être un État qui protège. Et un État ne peut protéger que si l'État est souverain. Et quand il n'y a plus d'État souverain, il n'y a plus de protection. Et quand il n'y a plus de protection, il n'y a plus de contre-pouvoir aux excès du capitalisme de la prédation. Et je vous assure que je suis capitaliste. D'accord? Je vous assure, je suis profondément capitaliste. Le capitalisme étant, dans sa définition la plus stricte et la plus simple, la propriété privée des biens et des moyens de production. C'est tout. Le capitalisme, c'est pas le vol. Le capitalisme, c'est pas le capitalisme de connivence ou celui de prédation. Ça, ce sont des pathologies du capitalisme, ce sont des dévoiements quand on n'a pas d'État protecteur et de contre-pouvoir suffisamment fort. Mais dans sa définition, le capitalisme, c'est juste la propriété privée, tandis que le communisme, c'est l'absence de propriété privée et la collectivisation. Dans un système, ce qui est à moi est à moi. Dans l'autre système, ce qui est à moi est à toi. Ce qui est à moi est à vous. Ce qui est à moi est à l'État. Et en fait, moi, je n'ai rien. Voilà. Et donc, propriété privée contre propriété collective. Voilà les deux systèmes. Mais c'est juste ça. Après, tout le L'OF reste, qui dit, l'OF qui dit, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. ce qui est non pas du capitalisme, mais du communisme, effectivement. Donc, la souveraineté est la seule euh, politique possible nous permettant de redécider notre destin. Et je le dis à tous ceux qui nous écoutent, si vous voulez un destin à la grecque, restons dans l'Europe, mais je peux vous dire ce qui va se passer. Je vous dis pas que c'est bien, que c'est pas bien, que c'est souhaitable, pas souhaitable. Je vous dis que nous finirons par travailler 48 heures, 6 jours par semaine. Je vous dis que si nous voulons un destin différent, alors nous devons reprendre notre souveraineté et arrêter de se moquer des Anglais qui ont repris leur souveraineté en faisant leur Brexit et en disant oh, regardez comment ils souffrent en Angleterre, c'est la faute au Brexit. Bien sûr qu'ils souffrent, mais vous n'imaginez pas une seule seconde que reprendre sa souveraineté, ce soit facile. Vous n'imaginez pas une seule seconde que quand on est le général de Gaulle dans la France occupée en exil à Londres, faire exister la France qui n'existe plus, ce soit facile. Et qu'est-ce qu'il va dire dans ce fameux ordre de mission, et je conclurai là-dessus, qui a été cité par Michel Barnier? Je vous demande de faire beaucoup avec presque rien, enfin, je vous demande de faire beaucoup avec très peu en partant de presque rien. C'est ça la souveraineté. C'est ça être fourmi et pas cigale. C'est le chemin de la liberté, de l'indépendance, de la souveraineté. C'est un chemin qui est difficile, c'est un chemin qui demande à travailler, c'est un chemin qui demande à avoir de la force morale, et c'est un chemin qui consiste à dire que la France, elle existe avec la population telle qu'elle est, nous sommes là, nous sommes tous là, et nous avons le droit de décider de notre destin commun. Voilà. Et aujourd'hui, l'Union européenne,
nous impose un destin que nous ne voulons pas forcément, mais il faut être cohérent, de LFI au RN en passant par les centristes et les européistes. Si nous voulons un destin qui est le nôtre, alors nous devons penser, accepter et avoir le courage de notre souveraineté. Sinon, semaine de 6 jours, 48 heures et la Grèce. Et moi, c'est pour Mm. ça que j'ai proposé déjà de commencer par créer une souveraineté de notre propre patrimoine et de notre propre épargne. C'est ça, déjà, si on ne peut pas l'obtenir parce qu'on affronte une machine colossale, au moins constituons-nous notre propre souveraineté patrimoniale. Bravo Philippe. Euh, il y a deux dimensions. Il y a la dimension collective et politique, effectivement. Et alors ça, chacun a l'engagement politique qu'il souhaite, etc. Et défend les valeurs qui sont les siennes, etc. Donc ça, c'est l'engagement collectif. Et puis il y a effectivement après la déclinaison personnelle, individuelle. Et là, effectivement, ce n'est pas parce que l'État ou la société évolue dans un sens que vous n'avez pas un certain nombre de paramètres de votre liberté individuelle et patrimoniale. Donc, je te rejoins complètement, Philippe, sur l'idée de souveraineté patrimoniale et individuelle. Merci beaucoup à tous les deux pour ces conseils, très pertinents. Alors, vous avez rédigé pour nos lecteurs un rapport spécial sur les conséquences de la crise politique et économique actuelle. Donc, j'invite tous ceux qui nous regardent à cliquer sur le lien en description de la vidéo pour le télécharger. Merci encore pour tout et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.